quand le président avait convoqué le Conseil des ministres extraordinaire le 10 janvier 2022, au lendemain du fameux embargo de la CEDEAO, vous savez, ce jour-là, je me suis mis en tenue militaire et je suis allé. Et quand j'ai ouvert la porte, quand le président est arrivé, il ouvre la porte, le président dit, mais où est le premier? J'ai dit, mais il est là. Le soldat deuxième classe est à côté du colonel. Et puis on a un peu rigolé, c'était pour détendre l'atmosphère. Alors ça me rappelle un peu les débuts de notre aventure épique que vous êtes en train de poursuivre à lettres d'or. Je dois dire que lorsque vous regardez ce qui se fait au Mali, depuis le début de la rectification, vous vous rendrez compte que tout se fait avec méthode, organisation et suite dans les idées. Rien ne se fait au hasard. Deuxièmement, nous avons eu le président de la transition avec le gouvernement et toutes les autorités de la transition, y compris le président du Conseil national du CNT et son institution, totalement confiance au génie malien. Nulle part, les autorités n'ont eu recours à d'autres citoyens d'autres pays pour nous dire ce qu'on doit faire et pour nous écrire ce qu'on doit lire. Notre constitution a fait 20 ans. On nous a même dit qu'on a sorti un moment de l'argent pour recruter des avocats étrangers. Ça n'a rien donné. Le président a eu confiance totale au génie malien et la constitution a été écrite par des Maliens, adoptée par des Maliens. Les assises nationales de la refondation, c'est en quelque sorte le grand frère du comité. Je vois à peu près le même processus. Vous savez que là aussi, à un moment donné, lorsqu'il y a eu des blocages, comme vous venez de le dire, ceux qui hésitaient encore, le président est descendu lui-même dans l'arène. Il a reçu personnellement et individuellement un certain nombre de partis. Il a ensuite regroupé tous les partis. Ça veut dire que la volonté d'inclusion, dès le départ, a été le maître mot du président de la transition. Nous avons tiré des leçons de l'histoire de notre pays. Vous savez que chez nous, il y a plusieurs régimes qui se sont succédés. Chaque fois qu'un régime vient, on constate que c'est les gens du régime qui se retrouvent, ils décident à la place des autres. Et les mécontents, bien sûr par la force des choses, lorsque c'est institutionnalisé, suivent. Mais en réalité, au départ, ce n'était pas très inclusif. Cette fois-ci, le président de la transition a décidé, dès le départ, que tout va se faire avec tous les Maliens. Quand vous regardez même la composition de votre comité, vous prenez tous les régimes qui sont succédés, vous avez des grandes figures de ces pouvoirs politiques qui sont là. Parce qu'en réalité, le peuple malien a toujours souhaité bien faire. Il y a eu souvent des erreurs. Et l'histoire d'une nation se construit sur plusieurs générations qui tirent les leçons de ce que leurs aînés ont pu faire. L'une des grandes leçons que nous avons tirées, que le président de la transition a tirées et sur laquelle nous travaillons, c'est que nous devons tout faire de façon inclusive. Personne ne sera jugé pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il a fait. Première observation. La deuxième chose, c'est la qualité des hommes. Vous savez, rarement dans le Mali, on a vu le choix d'un groupe d'hommes et de femmes qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. C'était le cas de l'équipe qui a organisé les assises nationales de la refondation et de votre équipe. Des femmes et des hommes de qualité, choisis suivant leur rôle et leur poids dans notre société, qui, quelle que soit leur sensation politique, vont travailler dans l'intérêt supérieur du peuple malien
et dans une perspective historique. Parce que ce que nous voulons, c'est de ne plus retourner en arrière. C'est de ne plus répéter les mêmes erreurs. C'est ça la force d'une nation. C'est de pouvoir tirer les leçons de ce que nos pères, nos aînés ont pu, selon nous, commettre comme erreur, pour que ceux qui viennent après nous aussi aillent de l'avant. C'est comme ça que sur plusieurs générations, une nation se construit. Il n'y a pas de nation qui se construit de façon spontanée. Et donc, votre rôle aujourd'hui est fondamental. Ce n'est pas grandiloquent de dire que c'est un rôle historique. C'est des lettres d'or que vous êtes en train de participer à l'écriture de la nouvelle histoire du Mali. Et le peuple compte sur vous. Nous sommes certains que les Maliens seront satisfaits. La qualité de votre président, qui au début n'a pas été choisi dans une assemblée générale, c'est le président qui l'a choisi. Et ce n'est pas par hasard. C'est en tenant compte de beaucoup de facteurs. Je l'ai entendu beaucoup de fois parler de lui, de sa rigueur, de son sobriquet que les cadres lui ont donné. En réalité, c'est pour indiquer sa rigueur et sa fermeté dans la façon de faire. Et je crois que votre équipe est en train de donner de fortes leçons aux Maliennes et Maliens pour dire que vous aussi, vous n'allez pas avoir le même sobriquet, mais en tout cas, vous allez donner aux Maliens quelque chose de très ferme et très solide qui va rester longtemps dans l'histoire de notre pays. Mesdames et messieurs, tout ce que vous venez de dire, et surtout l'aboutissement, participe d'une démarche qui est maintenant celle des autorités de la transition. Démarche inclusive, démarche participative, démarche qui tire les leçons de l'histoire de notre pays et démarche qui doit aboutir à des résultats qui doivent rendre le processus de refondation irréversible et le Mali que nous devons construire aussi irréversible. C'est ça l'objectif, c'est de ne pas faire une transition pour retourner en arrière quelques années. Et c'est pour cela que personne ne doit et ne sera laissé au bord de la route. Ceux qui hésitent, effectivement, vous avez très bien dit, il s'agit pour nous, pour tous les Maliens, d'aller vers eux et leur parler. Mais in fine, j'ai toujours dit qu'un État, c'est la force et le droit. La force pour s'opposer à quiconque veut s'imposer au reste de la nation par la violence et le droit pour défendre les plus faibles. C'est ce genre d'État que le Mali est en train de construire. Et je crois qu'avec votre rôle, votre sens de la méthode, la façon de baliser toute la société, d'irriguer l'ensemble des couches sociales pour que le résultat soit le résultat de tous les Maliens, ne peut que nous honorer. Et ça montre clairement que le président de la transition ne s'est pas trompé dans son choix, et du président et des membres de votre comité. Je voudrais donc vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Les Maliens vous regardent de très près. Mesdames et messieurs, vous savez que le 26 mars, le 31 mars, disons, 2024, il y a un certain nombre de nos patriotes qui, de leur point de vue, ont estimé que la transition devait finir. Il y a un débat qui a été suscité dans la société qui est tout à fait normal. Mais ce débat doit être mené dans le calme jusqu'au bout, avec le respect dû aux uns et aux autres. Et je sais que beaucoup parmi vous se posent aussi des questions qui ne sont pas très politiques. Je voudrais profiter de cette tribune pour donner quelques explications et quelques points d'orientation. D'abord, cette déclaration du 31 mars, elle est venue à un moment un peu crucial de notre pays. Vous savez, dans le Mali,
Aujourd'hui, nous avons juridiquement 3 référentiels. La Constitution, la Charte rénovée et le décret du 6 juin 2022 auquel nos compatriotes se sont référés. C'est ça les référentiels juridiques. Politiquement, deuxième point, vous avez politiquement la situation du Mali. Je parle des référentiels juridiques. D'abord, aujourd'hui, tous les Maliens doivent se dire que nous avons un ordonnancement juridique qui s'articule autour de la nouvelle constitution que nous avons adoptée massivement. Cette constitution est très claire dans certaines de ses dispositions. Vous savez, avant, on avait une constitution qu'on a copiée sur le modèle d'un pays étranger. Mais ça ne correspondait pas à nos réalités. Vous vous rappelez les lettres de mission du président au Premier ministre qui doit faire ci, qui doit faire ça. Alors même que dans la Constitution, c'était écrit que c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation. Mais dans la réalité, on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça. Le Premier ministre a laissé une légitimité octroyée. C'est le président qui a été élu. Au Mali, on était habitué à ce jonglage. Dans notre première constitution, on avait écrit que tout le monde peut faire son parti. Mais les premiers qui ont voulu faire leur parti, les Mamadou Fayenké, on les a arrêtés, déportés. Ils n'ont eu droit à retourner au Mali qu'après 68. Moi, j'ai reçu les enfants de Fayenké ici qui sont mis à pleurer, que jamais dans l'histoire du Mali, avant la transition, aucun pouvoir politique ne s'est intéressé à leur sort. Ensuite, la deuxième constitution a décidé d'enlever cette forme d'hypocrisie en disant que le parti est unique. Là aussi, vous savez comment ça s'est terminé, faute de dialogue. Donc, la grande leçon à tirer, les Maliens doivent toujours se parler. Ceux qui sont de bonne foi comprendront qu'il y aura toujours des gens qui ne sont pas de bonne foi. En ce moment, le peuple avisera. C'est ce qui est arrivé avec les assises nationales de la transition. Mais le gouvernement de transition a tiré les leçons et le peuple. Chez nous, il y a un chef. C'est le président de la transition. Le Premier ministre ne détermine pas la politique, c'est le président qui détermine. Le Premier ministre applique. Et le président le nomme et met fin à ses fonctions, en même temps que les ministres. Donc ce n'est plus comme avant, on écrit autre chose, on fait autre chose. Nous avons décidé d'être conformes à la réalité. Chez nous, en Afrique, mais il n'y a pas de chef. On dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de chef dans un bateau. C'est ce qui amène aux cohabitations, des problèmes entre le président et le Premier ministre, alors que c'est le président qui est élu. Cette fois-ci, c'est très clair. Et cette même constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Cette même constitution dit très bien que la transition finit par la prise de fonction du nouveau président. Il ne prend fonction que lorsque les autorités en place l'investissent. Quand il est investi par le pouvoir, on dit article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc c'est très clair. C'est lorsque le nouveau président va être investi que la transition prend fin. Ça, c'est la Constitution. Mais quand vous prenez la charte révisée, le deuxième référentiel, dans son article 27, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée. Donc les choses sont très claires. Maintenant, quand on a pris cette décision, vous vous rappelez les assises nationales qui ont été organisées telles que vous êtes en train de faire, qui ont vu la participation, jamais dans l'histoire du Mali, autant de personnes n'aient participé. Et pour la petite histoire, vous savez que généralement quand il y a les grands forums, il y a les perdants, mais en cette période de difficulté, le gouvernement s'est assumé et a expliqué aux Maliens que le Mali n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez que l'État a fait plus de 2 milliards d'économies de perdants? Et les Maliens ont accepté.
Parce que les Maliens ont envie juste de comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'ils comprennent et que vous faites appel à leurs sentiments patriotiques, ils comprennent. Et ces assises nationales finies le 31 décembre 2023 ont retenu que la transition doit durer entre 6 mois et 5 ans. D'autres sont allés à 10 ans. Mais après concertation, les autorités ont retenu 5 ans comme base de négociation. Et le même jour, une équipe a été envoyée à la CEDEAO. La suite, vous la connaissez. Certains se sont organisés pour traîner le peuple malien dans la boue, pour lui enlever tout sentiment de souveraineté. Le peuple malien s'est assumé. Le président a organisé successivement une série d'actions politiques majeures, organisé un conseil des ministres, appelé le peuple malien pour savoir son sentiment le 14 janvier 2022. Le jour où le destin de la transition s'est joué en réalité. Après, le bras de fer de la CEDEAO a continué. Vous savez comment ça s'est terminé. Le décret dont on parle, c'est un décret qui a été signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO. Mais nous sommes sortis de la CEDEAO depuis quelque temps. Tout ce qui a été avec la CEDEAO est nul et non avenu au Mali. Nous avons mis une croix sur cette organisation, y compris tout ce que nous avons négocié avec elle, parce qu'elle a voulu porter atteinte à l'intégrité physique et à la stabilité d'un de nos pays de l'AES. Nous nous sommes assumés face à l'histoire. Donc on ne peut plus se référer à un accord conclu avec la CEDEAO. C'est sans valeur. Et d'ailleurs, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de pays où on dit, oui, la démocratie a gagné. Je vois même des hommes politiques qui font des tribunes pour féliciter ces pays. La démocratie n'a pas gagné dans ces pays. C'est le peuple qui a gagné. C'est exactement comme au Mali. C'est le peuple qui a décidé. Est-ce qu'au nom de la démocratie, on va tuer des citoyens? Combien de gens sont morts pour qu'il y ait l'alternance que l'on connaît dans ce pays? Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est le peuple qui s'est imposé. C'est la même chose au Mali. Donc, des théoriciens, des politologues de la dernière minute ne viennent pas écrire dans les journaux des articles pour nous dire « Oui, oui, la démocratie a gagné là-bas », histoire de dire que ça n'a pas gagné chez nous. C'est le peuple qui a gagné dans les deux cas. Et d'ailleurs, le cas du Mali a été un cas d'école. Maintenant, chaque pays, suivant son génie propre, le transforme pour prendre son destin en main. Et c'est ce que les Africains vont continuer à le faire. Tout est parti du Mali. Et c'est pourquoi j'invite tous les Maliens. Je le dis à tous les hommes, surtout les hommes de médias et ce qu'on appelle les vidéomans, qui parlent beaucoup, qui impactent sur l'opinion. Mais nous ne nous trompons pas. On sait d'où on est venu, où est-ce qu'on va. De ne pas oublier que toute la planète regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Tout le reste, les attaques, les articles. Vous savez, on a vécu dans une situation où la manipulation est devenue l'élément principal des décisions. Il y a des gens qui sont devenus des personnalités célèbres ici. Leur seul rôle, c'est de faire la manipulation. Ils sont dans les médias, ils attaquent des personnalités, ils deviennent célèbres, on les appelle, on les chuchoute, et ils deviennent des hautes personnalités dans le pays. Alors que derrière, il n'y a rien du tout. C'est ce système-là que cela veut nous amener. Ça ne marchera pas. Nous, nous savons d'où est-ce qu'on est venu et on sait où est-ce qu'on va. Cette transition-là, je l'ai dit ici plusieurs fois, tous ceux qui vont chercher à la trahir, alors tu seras Douma. On a vu l'exemple. Il y a des gens qui ont cru que sans eux, la transition ne va pas marcher. Moi, j'ai vu des gens, des personnalités qui m'ont dit qu'ils ne viendront même pas aux assises parce que ce gouvernement ne dépassera pas 3 mois. La transition, c'est comme un arbre qui pousse. Quand il pousse, les feuilles qui sont dépassées meurent et elles tombent. Mais l'arbre va continuer à pousser. Donc que personne ne se mette dans la tête que sans lui, la transition ne va pas avancer. Que vous soyez un homme de médias, un homme politique, un militaire, un de la société civile, la transition, c'est le destin du Mali qui se dessine. Et le peuple malien a décidé de le prendre en main. Vraiment, il faut que ça soit clair, parce qu'actuellement, il y a trop de brouillard dans le Mali.
beaucoup se posent des questions. Dites-vous que les leaders de la transition sont dans le même bateau et aucune manipulation médiatique ne va les amener à se tromper d'objectif. Une fois que cela est dit, je voudrais revenir, dire 2 mots sur les conditions politiques. Vous savez, dans chaque pays, les dirigeants, quand ils sont sérieux, ils regardent la réalité et les demandes de leur peuple pour se décider. Ce n'est pas ce que les autres veulent. Or, chez nous, on est habitué à écouter ce qu'on dit ailleurs pour se décider. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, la boussole, c'est les demandes du peuple malien. Qu'est-ce que le peuple a demandé pour que le changement ait lieu? Le peuple a demandé d'abord la sécurité. Nous sommes en train d'y travailler. Le peuple a demandé la lutte contre la corruption et l'impunité. La justice est en train de faire un travail gigantesque, de grande portée historique. Mais comme à Yafou, qu'on a démis de dos, les grandes transformations dans la justice, beaucoup de Maliens les voient. Les Maliens ont demandé ensuite des réformes politiques et institutionnelles. La même CEDEAO d'ailleurs, pour ne parler que d'elle, dès 2018, elle a produit un rapport que nous avons sur notre table. Elle a dit dans ce rapport qu'on ne doit plus organiser des élections au Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles. 2018. Les Maliens ont demandé une réforme et aller vers la 4e République. 3e demande des Maliens. La 4e demande des Maliens, c'est d'avoir un accord avec les syndicats, dont je salue le patriotisme. Signer un accord, un pacte social de croissance avec les syndicats, qui ont renoncé à beaucoup de choses. Certains continuent d'ailleurs pour préserver la stabilité du Mali. Et enfin, les Maliens ont demandé une application, nous avons ajouté intelligente, de l'accord pour la paix et la réconciliation ici. C'est ça la boussole. Celui qui sort de ça, il rentre dans les Mogoko, ni des Malikoï, ni Bora ni Konodro, ni Malikola. Maintenant, quand vous regardez ces choses-là, est-ce que la sécurité aujourd'hui, le Mali aujourd'hui a pris sa souveraineté en main? Au début de la rectification, qui pensait qu'un jour le Mali peut faire ce qu'il veut sur son territoire? Il y avait des pans entiers où notre armée ne pouvait pas aller. On nous dit que c'est les zones d'entraînement des forces internationales. On ne pouvait pas payer des lunettes à vision nocturne. On ne pouvait pas payer des avions. Mais aujourd'hui, l'État est libre avec ses partenaires de choisir ce qui est nécessaire pour lui. Et nous sommes rentrés à Kidal. Et quand nous sommes rentrés à Kidal, nous avons dit que ça, ce n'est qu'un début. Dans une lutte comme ça, à mort historique, vous aviez 2 camps. Il y a ceux qui étaient là à discuter du sexe des anges et dire qui a mis le feu, et ceux qui disaient qu'il faut éteindre le feu. Le gouvernement de la rectification de la transition a décidé d'éteindre le feu. Le feu a été éteint le 14 janvier avec la rentrée symbolique à Kidal. Mais ça, ce n'est qu'un début. Pour reconstruire le pays, ce n'est pas cette minorité déterminée qui a éteint le feu. C'est l'ensemble des fils du pays. Et c'est le lendemain que le président a repris la balle au bon pour créer votre comité, qui est une illustration parfaite du besoin historique fondamental de notre peuple, de se regrouper et parler d'une même voix pour l'histoire. Donc votre comité, ce n'est pas tous les comités qu'on installe, c'est un comité d'une longue vision. C'est pour dire que ce que le Mali va faire demain, la proposition, les idées viendront de vous après une grande collecte avec tous les Maliens. Ça, c'est la sécurité. Les réformes, j'en ai parlé. Le pacte social, j'en ai parlé. Vous le savez déjà. Et les assises. Maintenant, le problème, c'est que vous savez, dans chaque pays, les gens décident en fonction des réalités. Pour ne parler que 2 pays qui sont en guerre en Europe. Mais il y a un pays où la transition était finie.
Quand on a dit de faire les élections, le président a dit qu'il ne peut pas faire des élections, son pays est en guerre. Mais on a entendu qui parlait, y compris les pays occidentaux qui nous donnent des leçons. Personne. Il a dit qu'il y a la guerre chez lui, il ne peut pas faire des élections. Mais celui qui fait la guerre avec lui, ils ont apprécié en fonction des intérêts de leur peuple. Ils ont estimé qu'ils peuvent faire des élections, ils ont fait les élections. Les deux sont en guerre. Donc on ne vient pas nous pomper l'air parce qu'on est des Africains, on élabore des schémas, on vient nous mettre sur la tête. Ça ne marchera plus. Nous décidons en fonction des intérêts de notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est quoi? C'est que dans cette affaire, il y a le volet conception du recouvrement de la souveraineté du pays. À ce niveau, on n'était pas d'accord, tous. Il y a le volet application, où maintenant la souveraineté est acquise, et le volet stabilisation. On est dans le volet stabilisation. Et les adversaires du Mali ont doublé d'efforts. Vous écoutez les attaques à Menaka, à Kaï, à Nara, à Sikasso, on disperse les efforts pour que la stabilisation n'ait pas lieu. Cette stabilisation, nous allons la gagner, elle va s'imposer historiquement comme les autres étapes, on les a passées. Mais ce n'est pas pendant qu'on est dans cette stabilisation qu'on va venir nous chicaner dans des élections. D'ailleurs, j'ai dit à un ami qui demande des élections, j'ai dit, toi, tu sais très bien que tu ne peux pas aller faire des élections chez toi dans ton village. Tu le dis simplement parce que les Européens le disent. Nous, nous ne regardons plus ça, on regarde les besoins du peuple malien. Le peuple malien dit qu'il veut stabiliser son pays et faire les élections. Certains ont dit non, on veut attendre qu'il y ait la paix totale. Il n'y aura jamais la paix totale dans un pays, mais il y a un minimum de sécurité qu'il faut pour faire des élections. Les pays auxquels il se réfère, la France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le premier gouvernement que De Gaulle a formé, c'est les résistants venus de l'extérieur, les résistants de l'intérieur et les hommes de Vichy, parce qu'il a compris qu'il faut l'union nationale. Et ils se sont retrouvés pour stabiliser d'abord leur pays. Premier objectif, libérer le pays, pousser jusqu'à leur dernier retranchement tous les fascistes et les combattre. Mais pourquoi on ne veut pas, on veut refuser ça au Mali? Notre armée va poursuivre les ennemis du Mali jusqu'à les affaiblir, à les amener à un niveau compatible avec un processus électoral. Si on fait autre chose, c'est un abandon face à l'histoire. Nous ne le ferons pas. Parce que certains s'agitent à l'extérieur où ils ont des gens qui portent leur voix ici. Je voudrais expliquer ça, que les uns et les autres le comprennent très bien. Nous avons aussi des besoins. Ces besoins-là, c'est d'affirmer notre souveraineté. Cette camisole de force qu'on nous a mis sous la tête, avec 50 000 forces armées sur le territoire malien, on continue à les tuer. Il fallait la détricoter. On l'a détricotée. Itakuba, IG5 Sahel, Barkhane, Minisma, Betarakaboui. Maintenant, eux aussi, ils jurent qu'on va regretter. Donc, ils font tout pour nous empêcher de nous stabiliser. Mais dans une lutte comme ça, pourquoi on veut qu'on faiblisse? Nous n'allons pas faiblir. Nous allons gagner cette bataille-là comme on a gagné les autres. Mais ce n'est pas pendant cette période que certains citoyens vont venir dire il faut faire des élections. L'élection n'est pas une fin en soi. J'ai expliqué plusieurs fois que Haïti est le premier pays indépendant d'Amérique latine. C'est le pays où on a fait le plus d'élections. Mais on est en train de tuer le Premier ministre. Chaque fois on fait des parce qu'on n'a pas pensé à la stabilité. Ils n'ont pas d'armée là-bas. C'est les gangs qui s'imposent. Et on a tout ramené à un processus électoral. Le processus électoral, ça complète ce que le peuple a assis. Il est important que les Maliens comprennent. Ce n'est pas de la fantaisie de prolonger la transition. Et d'ailleurs, quand vous regardez les engagements qu'on a pris, quand on a décidé de faire les assises, c'est les mêmes partis qui se sont réunis pour dire qu'ils ne veulent pas des assises. Quand la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, c'est les mêmes qui se sont tués. Il y en a qui m'ont même fait une tribune. Moi, j'ai reçu plusieurs dans mon bureau qui m'ont dit que vous ne ferez pas plus de 3 semaines. Ce sont les mêmes. On vient faire des alliances impies
des gens qui n'ont rien à voir avec les uns et avec les autres, avec seul objectif, organiser des élections pour nous ramener le Mali en arrière. Je sais que les Maliens n'aiment pas la bagarre, ils aiment souvent, on dit Angabo Dakelen, Angabo Dakelen. Moi, je préfère être clair. Vous savez, à certains moments de l'histoire, il faut que les choses soient claires. Ambe Mali, Ambe Dakelen. Mais celui qui fait espérer de faire tuer des centaines de Maliens pour ses intérêts personnels, on sait qu'Abou Dakelen fait où? Faut qu'il a fait des erreurs. Quand vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs, on dit une erreur reconnue à moitié pardonnée. Mais on n'a jamais vu un pays où un régime tombe, où c'est la coalition de l'ancien régime qui veut diriger, qui veut définir la direction. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et au Mali, on veut essayer ça. Et regardez tous ceux qui sont venus dire qu'il faut faire des élections maintenant. Tous les obstacles qu'on a eu à dépasser, à ce moment-là, ils étaient avec les adversaires du Mali. Mais quand on a tué les gens dans le bateau Tombouctou, vous savez qu'il n'y a même pas eu de condoléances au président. La CEDEAO n'a pas parlé. L'ONU ne s'est même pas entendu sur une lettre de condoléances. Mais où étaient ces messieurs-là en ce moment? Où est-ce qu'ils étaient? Moi, je veux que les Maliens comprennent. Et c'est pour cela que la semaine passée, j'ai invité tous les partis politiques. La première fois, je me suis rendu compte qu'on les a invités par communiqué. J'ai dit à mon cabinet que c'est une erreur. Il faut faire des lettres individuelles. Les partis politiques et les parlementaires sont très sensibles. Moi, je les appelle souvent dans notre jargon les enfants gâtés de la République. Donc, ils ont besoin de beaucoup de considération. C'est le futur chef du Mali. Chacun se croit président chez lui, dans son parti. Là. Donc, la deuxième fois, j'ai signé moi-même les invitations personnellement. Et beaucoup de partis sont venus. Je voulais juste leur expliquer la nouvelle dynamique au Mali. Leur expliquer qu'il faut abandonner les combats d'arrière-garde. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec les assises, ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'équipement de l'armée, qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils étaient en erreur, et qu'on se donne la main pour reconstruire le pays autour du comité de dialogue intermalien, pour donner au président les instruments de pilotage éclairés du peuple malien pour qu'il assume totalement son histoire. Mais certains ne sont pas venus parce qu'on a fait des tweets, le Premier ministre a des problèmes, il veut appeler les partis pour les amadouer. Mais ce n'était pas ça du tout. C'était justement pour éviter des déclarations comme ça qui ne sont basées sur rien, sauf le vœu des Occidentaux ou les souhaits de certains. Ce que je veux dire aux Maliens, le gouvernement de transition, avec à la tête, il y a le chef du gouvernement, mais le chef de l'État, c'est lui qui dirige le gouvernement. Il faut que vous compreniez très bien, à partir de la nouvelle constitution, est totalement ouvert. Tous les Maliens, venez qu'on se parle. Dans la vie, tout homme peut se tromper. L'erreur, c'est de refuser de reconnaître qu'on s'est trompé. Une fois que vous reconnaissez qu'il y a une erreur, mais on la corrige, on va ensemble. Mais ne restons pas dans le passé. Continuez à nous dire qu'il faut faire des élections, il ne faut pas lutter contre le terrorisme, on est isolé, il faut faire ça. C'est des discours, des éléments de langage élaborés ailleurs pour venir nous intimider. Ce temps-là est révolu à jamais, en tout cas en ce qui concerne le Mali. Donc, appel à l'unité nationale, appel à tous ceux qui hésitent encore ou ceux qui doutent. Et chacun d'entre nous a le devoir d'aller vers nos frères. Tous les Maliens sont frères. Ils peuvent se bagarrer à un moment donné, les frères peuvent aller jusqu'à se tuer. Mais ceux qui survivent, il est temps qu'on se parle. Parce que personne ne viendra reconstruire notre pays. Tous ceux qui nous entourent là, ils cherchent déjà à manipuler, suivant leur agenda. Je pense que pendant 60 ans, nous devons avoir compris ça. Et retrouvons-nous pour prendre nos destins en main. Et Monsieur le Président, le peuple malien compte beaucoup sur nous. Aujourd'hui, pratiquement toutes les activités du gouvernement à caractère hautement politique, nous les avons suspendues. Tout est suspendu à vos conclusions. C'est exactement comme les assises. Vous savez maintenant, quand le président parle, tout ce qu'il dit, il dit que c'est les assises qui ont demandé. Demain, nous voulons que tout ce que les Maliens disent, ils disent que le comité de dialogue intermalien qui a proposé, donc c'est au nom des Maliens que ça se fait.
Ce n'est pas au nom du Premier ministre, ce n'est pas au nom d'un individu. Voilà la charge politique